Alors j'aimerais savoir combien d'heures tu travailles par semaine. Combien d'heures je peux travailler par semaine? Ouais. Si on parle d'horaire de présence, on va dire que j'ai tendance à arriver à 9h. Et on va dire que j'ai tendance à partir à 19h. Ouais. D'accord? Mais après, l'avantage, c'est que je peux travailler comme je veux, que mon travail n'est pas forcément tous les jours non plus identique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais travailler, je vais travailler de 9h à 19h quasi non-stop, mais c'est plus dans... j'ai du mal à quantifier en tant qu'heure, en fait. Tu vois, le combien d'heures tu travailles, à un moment donné, il y a des jours où je travaille pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais travailler un samedi, un dimanche, par exemple. Peu importe. L'idée, en fait, c'est plus de savoir combien d'heures on travaille, arriver à un moment donné. C'est vraiment de se dire, c'est quoi le travail? Tu vois, le fait d'avoir été manger l'autre jour avec des potes, infopreneurs aussi, c'est du travail quelque part. Puisque autour du repas, tu échanges des idées, des concepts, de machin, tu parles aussi de tout. Mais finalement, tu travailles quasiment tout le temps. Oui, c'est toujours de la recherche constante, ça travaille dans le cerveau. Ouais. Exactement, parce qu'il arrive à un moment donné où le soir, même quand tu es chez toi, tu peux travailler indirectement. Tu travailles quasiment tout le temps, mais c'est à un autre degré, à un autre rythme. Tu vois, c'est pas répétitif, t'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Enfin, il y a quand même une certaine liberté même dans le travail. Donc c'est pas aussi contraignant qu'on peut le penser. Ça peut demander beaucoup d'heures, mais finalement, comme tu le fais quelque part pour toi, et que tu es maître de ton temps, moi ça m'arrive des après-midi de péter une pape derrière l'ordinateur, de me lever, d'aller boire un café en ville. Enfin, je veux dire, d'appeler deux potes qui sont dans la même situation au même moment et d'aller boire un café, et tu reviens et tu t'y remets. Donc, voilà. Alors oui, on peut dire que je travaille foncièrement, on va dire 8-9 heures par jour, concrètement, mécaniquement, si on veut, truc, mais je trouve que c'est plus... quand on finit par être à son compte, c'est plus une question en fait. Je finirais par dire. Combien d'heures tu travailles, peu importe. Oui, parce que de toute façon, ça en devient même plus du travail, puisque tu prends aussi plaisir à le faire, parce que ça, on a déjà eu la discussion, et c'est plus du réel travail qu'on fait, quoi. Tout à fait. C'est vraiment du plaisir, même s'il y a des tâches un peu chiantes, on peut dire la compta, ou écrire un petit truc quand on n'a pas envie, mais de manière générale, voilà. En fait, le problème, c'est que, et c'est ce que tu peux ressentir à un moment donné toi peut-être, c'est que tu te retrouves face à une routine de travail où tu dois faire des choses répétitives, machin, et ça peut devenir pénible. Donc ça, les heures de travail peuvent devenir elles-mêmes difficiles. Que quand tu le fais à ton rythme, même si parfois ça devient difficile, mais tu as la liberté de pouvoir te barrer, de pouvoir dire stop, je travaille plus, j'arrête, je reprendrai demain, la semaine prochaine. Ça, c'est quand même un super atout, même si le travail est beaucoup plus intense, on va dire. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à bosser. Mais même des fois, c'est bon de couper en fait pour prendre l'air et se ressourcer pour retrouver de l'énergie et pouvoir rebosser, être plus focus, ça fait. Quoi, plus focus, voilà, surtout plus focus pour bosser, quoi. C'est une question de comment toi tu vas t'aligner par rapport à ta vie et le degré que tu mets de travail, de perso, l'importance aussi. Mais quand tu pars en vacances, tu bosses pas techniquement. Mais moi je vais continuer à bosser, mais d'une manière beaucoup plus light. Je vais juste survoler les choses. Pourquoi? Parce que déjà parce que ça me plaît, ça me motive. Et tu sais, quand tu vois que tu as des ventes pendant que tu es en vacances, c'est cool aussi. Donc tu travailles tout le temps d'une manière beaucoup plus détendue et beaucoup plus personnelle. Mais je pense qu'il n'y a pas cette pression qu'il peut y avoir, comme peut avoir un salarié ou quelqu'un qui est vraiment... Enfin, je sais pas, mais il n'y a pas cette pression-là qu'en tant qu'entrepreneur, on a forcément, quoi. Même s'il y a du stress, des tâches à faire, en deadline, etc., c'est pas pareil. On peut avoir des gros temps de lancement et c'est là où tu vas te concentrer, où tu vas avoir vraiment des tâches intenses. Si tu fais un webinaire, si tu fais même un lancement orchestré, tout ça, là tu as un gros temps de travail qui va se compter en, je sais pas, ça peut être 60-70 heures facile. Mais après, tu sais que une fois que ça c'est fait, tu peux avoir 3-4 jours, une semaine où tu vas rien faire. Oui, c'est ça. Donc, on peut plus dire qu'il y a un temps de travail et autres, quoi. C'est étalé selon le besoin et selon ce que tu vas faire. Et c'est vraiment un de mes conseils que moi j'ai compris avec le temps, c'est qu'au début ça va être très dur. Au début ça va être très long.
Mais en fait, après, ça va se réguler. Parce qu'il y a des pierres à mettre au début dans ce travail pour justement après pouvoir te dire bon, ok, c'est pas un problème, ok, ça c'est fait, ok, ça j'ai plus qu'à le basculer. Finalement, c'est des petites pierres que tu mets au départ qui sont très compliquées à mettre en place, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais après, une fois que ça c'est fait, niveau gestion du travail, ça va assez light. Voilà. Oui, je comprends. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et justement, comment tu t'organises en fait? Parce que tu dis il y a des façons de faire, etc. Comment tu t'organises déjà pour bosser et pour avoir vie familiale, vie perso, vie pro, vacances, enfin voilà. Comment Mais, en fait, moi j'ai. Comment je m'organise? Bon, après, comment on organise un travail, ça c'est un peu chacun sa sauce. Tu fais to-do list, Asana, tu peux te servir de tas de logiciels, mais moi je l'organise autour de choses intenses. D'accord? C'est-à-dire que autant ma vie familiale va être intense, autant ma vie professionnelle va être intense. C'est-à-dire c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage à des temps. Voilà. C'est pas quelque chose de fluide ou de linéaire. Moi je fonctionne beaucoup plus comme ça. Je me dis, mais tiens, on se pose 4 heures, on bosse, on fait ça, voilà, c'est terminé. Après je passe à autre chose. D'accord? C'est pas millimétré. Je vais dire, je peux décider de prendre 3 jours sans rien faire et d'avoir une semaine à fond. Peu importe. Peu importe. C'est juste comment moi je le sens et au moment où je le sens. Une question d'énergie, une question de est-ce que ta semaine tu vas bien, t'es pas malade, t'as pas de pépins, tout va bien. Mais là tu peux être beaucoup plus focus sur ta famille ou sur ton professionnel. Et ainsi de suite. Et il y a des fois où ça va pas parce que je sais pas, t'as des galères, mais tu vas être plus familial ou plus professionnel. Voilà. Il n'y a pas. Je vais pas te donner une maquette type. Dire alors le lundi, le matin à 9h, je check mes mails, le soir je fais ci. Non, c'est par bulle d'énergie en fait. Parce qu'il arrive à un moment donné où pour moi, trop de régularité à un moment donné fait que je m'ennuie. Mais par contre, je vais avoir tendance à dire bon allez, là on fait le lancement, on y va. Et là, elle va passer au premier plan ma vie pro. Mais par exemple, je vais péter une pape dès que tout ça sera terminé et je vais partir facilement une semaine en vacances sans me poser de questions. C'est juste une question de pôle d'énergie au moment, en fait. Voilà, ma manière d'approcher les choses. Mais je rebondirai là-dessus en disant que même, justement, c'est bien de travailler avec une boule d'énergie. Parce que si c'est constamment les mêmes tâches, par exemple, comme tu disais, de midi à 12h, je vais produire du contenu, machin. Si le lundi, tu es obligé de produire du contenu et que c'est le seul moment où tu t'alloues à produire du contenu et que tu n'as pas l'énergie pour, tu vas rester là, au lieu de produire 3 mails, tu vas en produire un et il sera pas top parce que tu n'auras pas l'énergie. Et donc je pense que c'est mieux de fonctionner avec des boules d'énergie comme tu le dis, comme on le sent et comme on l'entend en s'écoutant en fait. Moi, il y a un exemple qui est très flagrant chez moi, c'est que dans ma capacité d'écrire. C'est-à-dire que je suis incapable d'écrire de manière régulière. D'accord ? Mais je vais être capable de me mettre dans une énergie où je vais rentrer en challenge et je vais écrire pendant 3 jours 10 mails, 15 mails, 8 articles, 3 scripts de vidéos. Et je vais le faire même pas comme les vidéos. Je vais être capable de tourner plusieurs vidéos, plusieurs choses en même temps. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'énergie de faire les choses. Et il va arriver à un moment donné où au bout de, je sais pas moi, on va dire 10 vidéos, 15 emails et 14 contenus, mon énergie n'y est plus. Je suis obligé d'aller me ressourcer. Mais pendant ce temps-là, ce contenu que j'ai produit va permettre d'alimenter en fait les choses pour que je me ressource, que je reprenne de l'énergie, que je puisse y retourner. Donc pour toi, business et couple, c'est vraiment compatible? Sans problème. Oui, le business et le couple sont 100% compatibles. Il suffit juste d'avoir la personne qui soit alignée à ça. Tu vois, parce que souvent ce qu'on peut voir, et pour ma part, ma femme travaille dans les écoles et aussi maquilleuse pro, mais à la base travaille dans les écoles, mais le message est clair dans la famille. Le message est, moi, pour nous permettre d'avoir une vie confortable et qui nous permette de faire ce qu'on veut, ça nécessite du travail à des temps donnés. Donc tant que tu passes le bon message à la personne, tant que tu es aligné avec ça, il n'y a pas de problème. Le souci souvent, il y a un mensonge. Je vais être chef d'entreprise, je vais gagner de l'argent et je vais avoir du temps. Tu vois ? Des fois, c'est ce que sous-entendent certaines personnes, ce qui est totalement faux. D'accord ? Tu auras du temps plus intense, tu auras des moments plus forts, famille et pro. Donc, il suffit juste de donner le bon message à la personne avec qui tu es
de pas mentir et ça passe. Après, ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens s'associent aussi. Si la personne avec qui tu es, ça passe pas, c'est-à-dire que le rythme d'entrepreneur passe pas et qu'elle n'est pas capable de le comprendre et qu'il n'y ait pas une évolution et que tu puisses pas gérer les trucs, ça clash. C'est pour ça que souvent ce qui se passe, c'est que au moment du clash, on a les gens en fait qui commencent à créer l'entreprise, qui arrivent à décoller. Et là, le problème du couple se présente. Souvent, ça se répare, ça aussi, ça arrive quand même assez souvent, mais à ce moment-là, ça clash. T'as, on va dire, le fonctionnaire qui va partir avec un fonctionnaire, et t'as le chef d'entreprise qui va se trouver quelqu'un, une femme ou un homme, ça dépend, qui est plus dans cet esprit-là, et qui va tendance à se retrouver avec quelqu'un qui est déjà chef d'entreprise. Mais l'un peut porter l'autre. Dans un couple, par exemple, la femme est chef d'entreprise, le mari travaille, on va dire, dans la mécanique. Le fait de voir la liberté, mais aussi le travail et aussi l'argent qui arrive de l'entreprise, son mari qui est mécano va peut-être se dire putain, mais c'est vrai que ça peut être agréable d'être à son compte et d'ouvrir son garage. On ne parle pas du plus grand garage, mais il va peut-être commencer à se lancer, à faire lui-même sa mécanique, et pour ça, ce sera ok. Et ça, quelque part, ça tire aussi vers le haut. Donc il n'y a pas une crainte à avoir quand tu es chef d'entreprise ou que tu veux devenir chef d'entreprise, que ton partenaire, ça ne matche pas. C'est à toi de passer le bon message, et si toutefois le message n'est pas entendu comme quelque chose de positif, et bien chacun sa route. Oui, après oui, ça peut se séparer et... Bien sûr. Voilà. Et c'est vrai qu'on a déjà abordé ce sujet sur les réseaux qu'il faut communiquer et vraiment faire rentrer en compte le ou la partenaire dans son business. Dans le sens où vu qu'elle te porte et qu'elle t'amène vers le haut ou vers le bas, malheureusement, si jamais. Oui, tout à fait. C'est vraiment poser les questions et se poser avec cette personne-là pour comme tu dis, poser les règles un peu et savoir ça ce qui va se passer. Quoi. Donc communiquer à fond et exactement. Business et couple, c'est compatible. C'est entièrement compatible, c'est juste toi le message que tu vas lui faire passer. Voilà. Après, tu peux énormément bosser et être attentionné avec ton mari, ta femme, ton partenaire. Moi, tu vois, ça ne m'empêche pas d'envoyer avant l'interview un message à ma femme, lui dire que je suis rentré un peu tard, je t'embrasse, voilà. Et c'est ok, tu vois, il y a une attention, il y a un message, elle sait qu'il y a du boulot derrière, elle sait que, faut pas se mentir, ça nous permet de partir en voyage, ça permet d'acheter une voiture, ça permet. Donc ce travail-là, il est essentiel. Il est essentiel pour notre qualité de vie. Alors après, c'est la qualité de vie que tu te choisis. Moi, la qualité de vie que je me choisis, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir aller à Mickey, de pouvoir faire n'importe quoi. Mais pour ça, il faut que je travaille. Et si tu veux, si on prend le cas échéant de le chef d'entreprise, c'est lui qui peut élever son revenu beaucoup plus que la personne qui est salariée. Même si elle fait quelques heures supplémentaires, elle n'ira jamais chercher 3-4 000 euros en plus, sur un mois, alors qu'un chef d'entreprise peut le faire. Donc ça aussi, c'est une balance bénéfice ennui qu'il faut peser. Ok, il n'est pas là pendant une semaine parce qu'il fait son lancement, parce qu'il fait ses vidéos, parce qu'il fait ça, mais on va où la semaine après? On s'en va à la plage, on s'en va à Disney, on s'en va... oui, je suis amoureux de Disney, on sait, ça va. Mais tout ça, c'est hyper important à penser. Et même, ce que moi je dis toujours, c'est que au début, la galère que moi j'ai eue, c'était partir de rien. Donc, de demander beaucoup de temps à ma femme sans avoir de contrepartie. Mais il arrive à un moment donné où le challenge, moi je l'ai posé. Je lui ai dit, accordez-moi 2 ans, et dans 2 ans, je vous amène tous à Disney. On y revient. Mais au bout de ces 2 ans et demi, parce que ça m'a pris 6 mois de plus, j'ai tenu mon engagement. Par contre, je n'ai pas dit à ma femme, ouais, bon, c'est bon, je t'en ai parlé, on s'en fout maintenant, on passe à autre chose, quoi. Non, mon engagement était auprès de ma famille. Vous me laissez 2 ans, j'en ai pris 6 de plus parce que c'est la vie, et on part tous à Disney. Mais open bar à Disney. Oui, tu vois, le challenge et le retour là. Et finalement, même s'il y a eu des moments durs, même si parfois ça peut être compliqué, et quand on est parti, mais tout le monde avait le smile finalement. Et toutes les galères, toutes les contraintes qu'il y a pu avoir, ça a été oublié. C'est ça. Et puis c'est un temps limite de meilleure qualité, ça qu'on a déjà parlé. Même si c'est moins de temps, c'est du temps de meilleure qualité parce qu'on est vraiment focus sur la famille et rien d'autre dans ces moments-là, quoi. Bien sûr. Mais l'idée, elle est juste de poser des temps, de poser des choses et des challenges. Posez-vous même en couple, même
quand vous êtes avec votre partenaire, pose le challenge. Dis-toi, ok, bon, mais là, moi, il me faut ce temps-là pour faire ça. Techniquement, ça nous ramènera de temps. Donc, on peut partir à Disney, à Dubaï, à New York, où tu veux, quoi. Mais le challenge est acceptable par l'autre. Puisqu'il sait qu'il y a un but, il sait qu'il y a une fin. Souvent, les problématiques qui peuvent se passer, c'est quand on ne voit pas la fin. Oui, bah ça paraît tellement long que tu et là, tu t'en sors plus, quoi. Mais quand tu dis 2 ans, même si tu vas jusqu'à 2 ans et demi, ça peut être compréhensible, surtout qu'il y a une évolution. Mais c'est ça ce que j'allais dire, il y a l'évolution, donc c'est pas ok, t'as envie d'attendre 6 mois de plus pour encore plus te faire plaisir au final et tu vois vraiment l'évolution et tout ça va, quoi. Parce que l'évolution, mine de rien, sur les 2 ans, elle se fait. On va prendre des schémas et stéréotypes, mais au début, le seul resto que tu es capable de payer, c'est le McDo. D'accord? Dans les 6 premiers mois. Ok, au bout de 6 mois, tu commences à pouvoir aller manger au Buffalo. On est monté un petit peu. Et au bout d'1 an, tu commences à pouvoir aller manger dans des bons restos autour de chez toi. Donc déjà, ta qualité de vie, elle augmente. D'accord? Et ainsi de suite, tu co-voyages. Donc finalement, l'autre t'accompagne même dans la progression de la qualité de vie. Voilà. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, en parlant de qualité de vie, la dernière fois, on en discutait. Oui, on discute beaucoup, parce que je dis tout le temps, on en discutait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle s'est cachée, on comprend bien. Oui, voilà, c'est pas grave. On discutait de qualité de vie, le fait d'augmenter tes revenus, ton chiffre d'affaires et donc tes revenus, mais pas forcément d'augmenter ta qualité de vie. Oui. Tu te souviens? Oui. Est-ce que tu peux leur en dire plus sur ça? Parce que c'était vraiment intéressant. En fait, l'idée d'augmenter ta vie, en fait, tes revenus, et pas forcément d'augmenter à 100% de ta qualité de vie. C'est-à-dire que ça augmente toujours un petit peu, forcément. Mais c'est de pas dire quand tu gagnes 100 € de plus que tu peux dépenser 100 € de plus. Ok? Parce que là, tu vas te retrouver à un problème où finalement, tu es toujours en manque. Et tu ne peux pas économiser, tu ne peux pas avoir de l'argent de côté, tu ne peux pas investir sur des nouveaux projets, tu es limité. Ta qualité de vie, moi j'ai tendance à dire, si tu gagnes 100 € de plus, tu peux te permettre de dépenser 10 € de plus. 10 et 50 € selon si tu es célibataire, si tu as des enfants, oui, voilà, ça change, ainsi de suite. le contexte change tout. Il y a des critères. Et ces 50 € de plus, qu'est-ce qu'on fait? Tu les places. Tu les mets de côté. Tu les mets dans ce que, au départ, quand tu démarres la poire pour la soif, ça peut être un bon passage au début pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Voilà. Après, tu peux investir, tu peux en bourse, où tu veux, mais petit à petit, tu augmentes. Et donc, si par exemple, tu te dis que ta voiture que tu veux t'acheter, elle coûte, on va dire 500 € par mois. D'accord? Je prends 100 € par mois, ça va être plus facile. Si tu gagnes juste 100 € et que tu l'achètes, ben, finalement, tu te retrouves dans la merde. Voilà, en plus que tu as de l'assurance, tu as de l'essence à mettre. Mais si tu attends d'avoir gagné, on va dire 1000 € de plus, donc finalement tu prends que ces 10%, ben, tu peux facilement t'acheter ta voiture. Elle te coûte que 100 € par mois, mais tu as ces 900 € où tu peux faire autre chose. Alors tu peux le faire quand tu as atteint 500, ça se discute, ça. Mais l'idée, c'est de ne pas faire évoluer tes dépenses au même rythme que ce que tu gagnais. Il faut toujours rester légèrement en dessous pour te permettre d'épargner pour les coups durs, pour la retraite, pour placer de l'argent, pour permettre à ce que l'argent travaille pour toi à un moment donné, et non plus toi travailler pour de l'argent. Toutes ces choses-là en fait qu'on apprend un peu partout, surtout en ce moment sur toutes les chaînes YouTube, qui te permet d'avancer. Mais l'idée en fait, on t'explique qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, on t'explique qu'il faut faire travailler l'argent pour gagner de l'argent. Mais moi ce que je veux dire c'est que il faut que quelque part, petit à petit, tes actifs payent tes passifs. Oui. La voiture c'est un passif, donc il faut avoir suffisamment d'actifs pour que ces actifs génèrent eux-mêmes des actifs qui payent ta voiture. Voilà, tout simplement. Et ça c'est une règle que j'ai mis 25 ans, 30 ans à apprendre. Je l'assume sans problème. Et qui aujourd'hui est mon maître mot. Et en le faisant, j'ai commencé tout bêtement avec des boîtes. Tu vois, quand je gagnais, je mettais des boîtes, je mettais 10% dans la boîte au cas où, ce que j'appelais, et la boîte fais-toi plaisir. Il y avait vraiment marqué ça sur mes 2 boîtes. Et alors, la boîte 10% fais-toi plaisir, fin du mois, c'était une obligation, il fallait que je me fasse plaisir. Resto, machin. Alors, je l'ai fait en famille aussi, c'est avec ma femme, tout ça. Donc des fois, on gardait 2 mois pour se faire un super plaisir, tu vois, mais ça, après, voilà, il n'y a pas de maths, enfin, c'est pas mathématique. Oui, voilà. Mais par contre, les 10% au cas où,
Au début, là où tu commences à t'en rendre compte, c'est quand tu as mis tes 10% au cas où et que tu as une panne dans ta bagnole. Et que finalement, tu n'es pas obligé de te retrouver à découvert. On va prendre les schémas. Et que finalement, tu t'en sors super bien. Parce que tu as réparé ta bagnole, ça t'a rien coûté. C'est pas que ça t'a rien coûté, mais ça n'a pas troué ton budget. Oui, c'est ça. Ça n'a pas mis de stress. Tu as pété un PC, tu peux le changer, tout va bien, sans stress. Et comme bon, ces coups, ils n'arrivent pas tous les jours non plus. Donc petit à petit, la boîte au cas où s'est remplie. Oui. Donc finalement, quand il a fallu investir sur un trépied, sur un ordinateur, sur ceci, sur cela, ça se fait de manière naturelle. Et comme ça se fait de manière naturelle, tu investis de la bonne qualité, tu fais de bonnes choses et ça progresse petit à petit. Donc tu gagnes plus, donc tu peux mettre plus de côté, donc tu peux évoluer. C'est un cercle vicieux, vertueux. C'est un cercle vicieux et il y a un lapsus, c'est très intéressant parce qu'au début on ne veut pas le voir. Au début on veut se faire plaisir. Oui. On a gagné 500 €, on veut se faire plaisir. On a tous eu ce salaire, le premier salaire, quand on l'a reçu, on l'avait cramé 2 heures après, parce que tu vois. Soit en faisant la bringue avec les copains, soit en achetant des fringues, soit en achetant une voiture, en faisant un crédit. Enfin, on a tous fait ce qu'on a. Et c'est ok. C'est ok. La seule chose, c'est que si on peut comprendre ça très tôt, ça te permet d'avancer beaucoup plus facilement très tôt. Oui, parce qu'au final, tu as plus de facilité à investir plus tôt et bien donc sûr. Faire travailler ton argent. Et donc avoir plus d'actifs que de passifs qui s'ensuit. Après, travailler sur l'argent, c'est pas forcément la bourse, ça peut être ce que tu veux à côté. Hein. Oui, de l'immobilier, il y a de tout, des actions, des entreprises, ça peut être ce que tu veux. On est d'accord. Pour revenir sur le niveau de travail, voilà, on sait que tu délègues. La délégation, on ne connaît pas. Non, collaboration. Collaboration, attention. Mais du coup, qu'est-ce que tu collabores, pourquoi tu collabores et qu'est-ce que ça t'apporte réellement dans ton entreprise et ton business pour gagner du temps, enfin qu'est-ce que... En fait, la collaboration, ce qu'il y a de bien, c'est que ça t'enlève toutes les choses qui te demandent de l'énergie, que tu sais faire, mais qui te demandent de l'énergie. Aujourd'hui, le fait de collaborer quand j'ai besoin de... moi je fais des fautes à tous les bons, ok ? Donc ma manière de demander à quelqu'un de corriger mes fautes, ça m'évite à moi de chercher 14 logiciels, de galérer, de perdre du temps. J'écris, j'envoie, je le reprends, c'est corrigé. Je ne me pose plus de questions. Je gagne du temps. Plutôt que d'aller chercher tout le reste. C'est comme ça. Voilà. Après, moi, je trouve que tout ce qui est à déléguer, c'est tout ce qui n'est pas quelque chose qui te fait vibrer. Tout ce qui t'éclate pas, quoi. Tu vois, faire la compta, faire des tas de choses comme ça, faire tes factures, même mettre des emails dans un tunnel de vente, ça me fait pas triper. À un moment donné, j'aime les écrire, j'aime gérer le tunnel, mais voilà. Tout ça permet de gagner du temps et ça me permet donc de faire plus de mails, plus de vidéos, d'apporter plus de valeur, d'être vraiment beaucoup plus présent dans d'autres secteurs que moi j'aime pas. Mais surtout l'idée, en fait, et c'est ce que moi j'ai trouvé avec toi, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui aimait faire ses tâches, qui avait une facilité à faire ses tâches. Donc, si tu veux, pour toi c'est ta zone de génie, beaucoup moins pour moi, mais c'est ok, parce que la collaboration est saine. Si tu commences à collaborer avec quelqu'un qui n'a pas du tout sa zone de génie dans ce que tu as besoin de déléguer, tu vas te retrouver vite face à un mur, quoi. Oui. Parce que tu vas devoir reprendre les tâches, reprendre les choses, et c'est un peu contre-productif, tu gagnes pas assez de temps, je trouve. Tu vois, si je devais te réexpliquer à chaque fois comment on faisait un post Facebook, je dis n'importe quoi, mais un post Facebook, je perdrais du temps tant que je le fasse. Oui, c'est ça. Ou que je le fasse pas. Mais voilà. Après, il y a la délégation des choses que tu fais pas. Moi, je sais qu'à un moment donné, le suivi strict des réseaux sociaux, je peux avoir du mal. Oui. Donc, la mise, autant je vais avoir le contenu, mais je vais pas avoir forcément le travail sur le contenant. Oui. Ça, je préfère le laisser. Parce que sinon, je vais publier n'importe quand, c'est pas structuré, c'est pas pas forcément avec régularité. Ouais, et puis tu vas avoir 10 vidéos un jour et plus de vidéos pendant un mois, c'est ridicule, tu vois ce que je veux dire. Ça, cette partie-là, je l'ai facilement déléguée. Après, il y a des choses que je suis contre la délégation. Ça va être vraiment l'échange principal que tu vas, et essentiel, l'échange vital que tu peux avoir avec les coachés, par exemple. Dans certains programmes, il y en a certains où si j'écoute des vidéos, c'est que des vidéos, mais dans l'idée, si tu dois, dans mon sens, ça c'est pas délégable. Si tu dois avoir des gens que tu vas accompagner, il faut qu'à un moment donné, ils aient un véritable contact avec toi. Ça, c'est essentiel. Parce qu'en plus, ces gens-là achètent pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Après, tu peux avoir des gens pour déléguer certains coachings, certaines choses, parce que tu sais que c'est plus des coachings techniques ou des coachings de questions, mais
Voilà, mais il faut qu'il y ait un vrai contact avec toi. La délégation ou la collaboration, c'est pas le maître mot d'un business. Mais il faut quand même qu'il y ait une possibilité de garder le contact avec le fondateur du truc. Pour moi, c'est essentiel. Ouais, je suis d'accord. J'ai une petite question sur la délégation qu'une personne m'a soumise. Je suis une personne qui délègue beaucoup. Est-ce que tu délègues encore ton linge à ta mère? Ça c'est vilain. Non. Je l'ai délégué à ma femme. C'est peut-être, je sais pas si c'est mieux. Non, en fait, voilà, ça par contre, on pourra en parler de ce type de délégation. Et pour revenir même au couple que tu parlais au début, là on a un vrai conflit par exemple avec ma femme. C'est-à-dire, pour moi, c'est des tâches qui peuvent être déléguées au sein de la maison. Elle qui a eu cette éducation où une femme doit avoir une maison propre, faire à manger, tu vois, pour elle, elle ne comprend pas qu'on peut déléguer ça. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas que ça soit à moi de le faire. Alors, ça peut être très... on peut avoir un gros débat et il en faudrait 2 autres derrière, je pense que je prendrais cher. Mais dans l'idée, je veux dire, aujourd'hui, on travaille tellement pour développer nos activités, pour avoir du temps, que c'est des tâches à déléguer. Parce que j'estime que c'est pas à ma femme de le faire. Aujourd'hui, on a la possibilité, les moyens de prendre quelqu'un pour faire le ménage et donc faire le ménage, faire la lessive, faire tout. Pourquoi s'en priver? Pourquoi devrions-nous garder cette tâche contraignante, ennuyeuse, source de disputes chez nous? Oui, c'est sûr. Voilà. Moi, si tu trouves qu'il y a trop de linge à faire, je sais qu'il y a des endroits où on lave le linge au kilo. Donc combien ça coûte? Est-ce que c'est dans nos moyens? Actif, passif? Enfin, c'est un peu en lien avec tout ce qu'on dit, mais et on le délègue. Et déléguer ça, franchement, c'est quelque part un actif parce que tu te libères du temps pour faire autre chose. Oui, c'est vrai. Donc plus de temps avec ta famille, parce que tu vas passer, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, mais 3 heures sur la semaine. Et il y en a beaucoup de femmes qui vont dire que je sais pas ce que je dis, mais peut-être. Mais on va dire 3, 4, 5 heures sur la semaine. Mais pourquoi pas donner ces tâches à quelqu'un et les passer en famille? Tu vas passer un meilleur moment à jouer avec tes gosses qu'à faire ton linge et ton repassage. Ah oui, c'est sûr. Donc, à mon sens, voilà. Là, il y a un conflit d'idéologie, je pense, encore de l'éducation, on va dire judéo-chrétien. Mais ouais, c'est l'une des premières tâches à déléguer. Autant pour toi que pour la personne avec qui tu es. Franchement, t'enlèves les disputes, t'enlèves le bordel et t'as pu à le faire. Ouais, c'est vrai, bon, je comprends ta femme. Mais c'est pas toi qui le fais, c'est pas aussi propre que toi tu le fais. Mais ça je l'entends aussi, mais je l'entends, et c'est là où on peut avoir le conflit, c'est que moi je l'entends après. C'est-à-dire si tu dis, avant de le faire, et ça c'est valable pour beaucoup de choses, ça va pas marcher. Tu vois, ça c'est, même dans le business, ça va pas marcher. Mais si tu dis que ça va pas marcher, forcément ça va pas marcher. Mais si tu dis, je teste, j'analyse, j'améliore, mais peut-être que la femme de ménage qui t'a fait appel, c'est pas la bonne personne. Peut-être que tout ça, c'est pas ok. Il faut juste après équilibrer. C'est comme dans le business où on te dit, mais ça marche pas pour toi. Mais oui, bon, t'as testé, t'améliores. Mais si tu dis avant de commencer, ça marche pas, mais bien sûr, ça marchera pas, t'as pas testé. Forcément, à partir de 0, ça marche pas. Et c'est pareil que je fais un parallèle entre deux, mais c'est pareil qu'avec quelqu'un qui te fait ton linge. T'en sais rien si ça sera mieux fait ou pas bien fait. Ouais, c'est vrai. C'est juste par principe, t'as dit que toi tu le fais mieux. C'est juste dans ta tête. Mais parce que t'as des petites habitudes. Parce que ta mère, elle t'a dit qu'il fallait que tu aies une culotte propre, que tu tiennes bien ta maison et que tu fasses à manger. Voilà. Et ça, c'est la faute à vos mères, c'est pas notre faute à vous. Patriarcat, ouais. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, on peut pas. Il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Aucun problème. C'est juste qu'à un moment donné, il faut lâcher prise dessus. Et d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, chez les enfants issus du milieu ouvrier, donc qui n'ont pas de femme de ménage, faire prendre une femme de ménage à ces gens-là, c'est un enfer. Mais par contre, prendre les enfants issus d'un milieu un peu plus élevé où il y avait une femme de ménage à la maison, la première chose que font les enfants, c'est de prendre une femme de ménage chez eux. Parce que c'est une éducation. Alors de 1, une éducation, et de 2, je pense qu'ils n'ont jamais touché un balai de leur vie. Aussi. Mais dans l'idée. Oui. Mais oui, parce que c'est une normalité. Mœurs. Voilà, c'est ça. C'est dans leur mœurs, comme tu dis. Chez eux. Que chez nous, moi je suis issu de la classe ouvrière, entre les deux, mon père était ouvrier à la base, il a monté son entreprise, ma mère a toujours été à son compte, mais femme de ménage, tu vois, et toujours galéré.
ok. Mon père, je l'ai toujours vu avec une femme de ménage. Donc, je comprends autant ma femme qui me dit ouais, mais ça sera jamais aussi bien fait. Mais je comprends très bien mon père qui se le faisait faire. Donc, moi, j'ai pas de problème à switcher. Parce que je me dis, mais attends, tu rentres chez toi, le ménage est fait, tout est propre, tout est nickel. Ok. Oui, tu vois c'est vrai. Alors que tu passes un temps de meilleure qualité parce que le week-end, t'as rien à faire. T'es mieux avec ta femme, t'es mieux avec tes gosses, t'es mieux dans ta vie. Enfin, pourquoi s'en priver, quoi. Je suis d'accord. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des organismes qui font ça très très bien, des boîtes qui font ça très très bien. Oui, c'est ça. Puis même, c'est aussi... En plus de gagner du temps, c'est quand même beau de pouvoir se dire que tu participes au revenu de quelqu'un et t'aides quelqu'un à vivre, quoi, techniquement. C'est ça aussi c'est pas, mine de rien, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et surtout, ça peut être une très belle expérience de se dire je rentre chez moi, c'est propre, il n'y a rien à faire, tout est fait, putain, je me cale à la maison, je regarde un film, je fais autre chose, je bosse. C'est hyper. Ça va être serein, ça va être génial. À mon sens, c'est hyper qualitatif. Ouais, je pense. C'est hyper qualitatif. Et puis ça peut très bien se passer. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas de voleur, de machin, parce que je rappelle, moi, une des premières choses que ma femme m'avait dit, oui, mais avec ce qu'on a, si elle nous vole. Mais en fait, même ce sentiment-là, en fait, c'est un faux sentiment, quelque part. Parce que t'as peur pas qu'on te vole de l'argent, mais qu'on te vole ta place de femme. Oui, parce que la femme, je parle des femmes que je connais, sont ancrées dans ce système où c'est à toi de le faire, donc ça fait partie de ton rôle de femme, et on te l'enlève. Donc quelque part, on t'enlève ta position féminine. Ah, mais je l'aurais jamais vu comme ça. Ah ouais, mais ça, pose-toi la question si... Parce qu'en fait, à un moment donné, le fait de dire qu'elle ne fera pas mieux que toi, vu des fois la vitesse où on le fait, je pense qu'elle aurait le temps de le faire mieux. Ouais. Mais c'est surtout, c'est une question de position dans la femme. Puisque tu as vu ta mère faire tout le temps le ménage, le repassage, le truc, c'est la position de la femme, de la maman. Et donc quelque part, si tu as quelqu'un qui te le fait, c'est ta place qu'on te vole. Puisque dans ta tête, on t'a mis depuis ton enfance que c'était à toi de le faire. Je le vois. Et après, on dira que je suis contre les femmes. Non, c'est pas possible. Non, elles ont juste interdiction de porter des jeans. Ça sera coupé au montage. Oh, tu veux pas te prendre des petits commentaires? Moi, j'assume tout. On m'a soumis une idée qu'il faut que tu nous dises comment être un coach loser qui gagne moins de 10 cas par jour. Oh, le truc. Et je l'ai trouvé excellente cette question. Qui gagne un coach de... alors, la première chose, tu réponds pas aux gens qui t'appellent. Voilà la base. Voilà, si tu veux vraiment gagner moins de 10 cas par jour, tu réponds pas. Surtout, tu te permets d'aller conseiller tout le monde dans la rue, de les arrêter et dire que t'es le meilleur, qu'ils connaissent rien, que c'est des merdes. Voilà. Les gens sont des merdes, vous n'avez aucune idée, vous ne servez à rien. Voilà. Mais je vais vous expliquer comment il faut vivre. Voilà, ça déjà, tu as une bonne approche pour te faire péter la gueule. Ouais, c'est pas mal ça comme approche. Mais encore Mais encore, voilà, en quoi tu peux me dire plus? Non, après tu fais le côté bling bling, le côté je me la pète et tu parles pas français par exemple, tu vois, c'est vite répondu, ce genre de truc comme ça où tu te fais clasher et franchement ça marche pas quoi, c'est pas possible. Donc, non, te la péter, même si j'ai un ego qui peut être assez élevé, mais te la péter de manière malsaine. C'est le côté vous êtes des idiots, vous êtes des sous-merdes, vous servez à rien. Moi je vais vous expliquer comment il faut vivre et qu'est-ce qu'il faut penser. Tu vois? Et ça, là, si tu gagnes de l'argent, c'est que y a quelque chose que j'ai pas compris dans l'univers.